Donc j'accueille Johan Reboul, le jeune engagé. J'accueille Marion Graefly de Télécop, Eric Acopian de Clean My Calanque et Claire Pétraud des Pépites Vertes. Vous pouvez les applaudir évidemment, les encourager. Installez-vous, il n'y a pas de plan de table. Voilà, comme tu veux, tu peux t'installer ici. Là, je vois mesdames que vous avez les places les plus confortables. J'ai testé le canapé tout à l'heure, il est génial. On démarre. Je vous promets, cette fois-ci, on essaie de garder une question à la fin. Alors, bonjour, déjà. Comment allez-vous? Tout le monde va bien? Bonjour. C'est la forme? Bonjour. Bonjour. Claire, avant, on faisait des blagues. J'espère qu'elle va en faire pendant la conférence. Elle est très drôle. Très bien. Bah, écoutez, je suis ravi d'être avec vous à nouveau cet après-midi. J'ai 4 super invités à qui je vais demander de se présenter dans quelques minutes tout juste. Mais je vais vous partager quelques statistiques. Ça va être la partie un peu morose de cette conférence. Première statistique morose. Ça peut être pas mal. 65% des 18-35 ans considèrent que le changement climatique est une urgence mondiale. Près de la moitié des jeunes interrogés dans le monde déclarent que l'anxiété et la détresse liées au climat affectent leur vie quotidienne. J'ai fait un petit sondage avant, j'ai l'impression que beaucoup partagent ce constat. Le deuxième élément de constat que j'ai envie de vous partager, c'est qu'évidemment, ça ne concerne pas les jeunes. Heureusement, ça transcende les générations. On est tous, de près ou de loin, concernés, à des niveaux différents, évidemment, par cette urgence climatique à laquelle on est tous confrontés. On vit ce sentiment d'impuissance parfois, pour pas dire d'exaspération, face à cette montagne qu'est l'urgence climatique, et on n'a pas toujours les clés. Et c'est précisément la raison pour laquelle on a invité Claire, Marion, Johan et Eric pour nous donner un petit peu quelques témoignages de comment ils ont fait pour surmonter un peu ce sentiment d'impuissance. Je me présente avant tout, Christophe Concessao, je suis le directeur général délégué de Live4Good, qui est l'association qui organise ce festival auquel on a beaucoup de plaisir à vous accueillir. Et je vais demander à mes invités de se présenter. N'en dites pas trop, on va garder un peu le suspense, mais dites-nous simplement qui vous êtes. Et je vais commencer avec toi, Johan. Dis-nous en moins d'une minute, qui es-tu? Donc moi, on me connaît plus sous le nom du jeune engagé sur les réseaux sociaux. Et en fait, je suis engagé pour l'environnement depuis mes 16 ans et j'essaye de motiver en fait ma génération et toutes les autres générations d'ailleurs à s'engager pour l'environnement. Et aujourd'hui, notamment à travers Instagram, j'utilise l'humour en fait pour passer mon message et motiver en fait à s'engager. Super, on a de quoi faire un stand-up avec Claire et Johan. Je continue avec Marion. Qui es-tu en moins d'une minute? Bonjour à tous, moi je m'appelle Marion, j'ai 34 ans et j'ai cofondé une coopérative d'opérateurs télécoms qui s'appelle Télécop. Et on a aussi cofondé un autre collectif qui s'appelle les Licornes avec 2 O parce que nous sommes tous des coopératives, on en parlera tout à l'heure. Moi, je viens du secteur marchand. J'ai bossé pendant 7 ans dans une grosse entreprise agroalimentaire où je me suis dit, dis donc, je ne sers pas à grand-chose là-dedans, à part à vendre du chocolat, mais bon, c'était pas très utile. Et du coup, j'ai fait un programme de transition de carrière pour rejoindre l'économie sociale et solidaire. Et finalement, en fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour agir contre l'urgence climatique. Merci beaucoup, Marion. Je me tourne maintenant vers Eric, le Marseillais du panel. Eric, qui es-tu en moins d'une minute? Je m'appelle Eric Acopian et je suis le président donc, de Clean My Calanque. C'est une association basée sur Marseille. Et en fait, nous, le but, ce qu'on voulait, c'était de débarrasser les calanques des déchets. Mais pour ce faire, pour pas que ça soit en redondant, parce qu'on fait toujours les mêmes calanques et c'est toujours aussi sale, on a énormément axé aussi sur la sensibilisation. Donc l'étape 1, c'est les ramassages. L'étape 2, c'est on va en classe, on va dans les entreprises, on va partout et on sensibilise du plus jeune, donc de la maternelle aux entreprises, donc les adultes, pour qu'on ait plus à le faire. Donc l'objectif, c'est de sélectionner des gens qui ne sont pas du tout écolos, qui s'en foutent ou qui ne sont pas préoccupés, et de au moins les réveiller un peu, parce que c'est avec eux qu'on va pouvoir secouer tout le monde, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup Eric, et petite mention d'ailleurs spéciale pour ton associée Céline qui est la chef d'orchestre de ce festival. Je lui fais un petit clin d'œil parce que sans elle, vous n'aurez pas la chance d'avoir une programmation aussi chouette. Je me tourne vers toi Claire maintenant, les pépites vertes. Mais d'abord, qui es-tu en une minute? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Claire, je suis originaire du Maine-et-Loire, à côté de la belle ville d'Angers, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai toujours eu la possibilité de faire des stages dans la transition écologique pendant toute ma formation. Donc j'ai travaillé dans le secteur de l'alimentation à la ruche Kidiwi, dans le secteur des déchets à Causse-Cyclé. Et puis enfin, j'ai eu la chance de coordonner la communication de Change Now, qui est le plus grand événement mondial des solutions pour la planète pendant 3 ans. Et c'est toutes ces expériences de stage, de job qui m'ont amené à créer les Pépites Vertes pour aider d'autres jeunes à eux aussi trouver leur voie engagée. Et donc aux Pépites, vous pouvez trouver différents métiers de jeunes engagés dans le secteur de la transition écologique.
Super, merci beaucoup Claire. Alors je le disais, l'éco-anxiété, beaucoup la subissent, la vivent au quotidien. Il se passe en réalité rarement une semaine, hein. Je suppose que vous suivez un peu l'actualité comme nous, comme moi. Et il se passe rarement une semaine sans qu'on entende parler d'une opération un peu coup de poing. On parle d'infiltration dans des assemblées générales. Il y a une formidable mobilisation citoyenne autour du projet EACOP. On entend parler aussi des ingénieurs AgroParisTech qui dénoncent et qui appellent à la désertion. Bref, les mouvements citoyens ne cessent de se multiplier. Donc on est un peu dans ce contexte un peu anxiogène et à contrario, on n'en parle pas assez. C'est d'ailleurs ce qu'on reproche et on va le voir juste après cette conférence. Ce qu'on reproche beaucoup aux médias, c'est de trop peu parler en réalité et de trop peu mettre à l'ordre du jour ces enjeux écologiques, sociaux également. Et donc, finalement, la question qui va se poser, c'est comment on peut surmonter tout ça, comment on peut agir chacun à notre échelle. C'est bien l'objet de ce débat. Et donc, je vais d'abord te poser une question, Johan. Est-ce que tu te considères éco-anxieux déjà ? Oui, je pense Plutôt éco-anxieux. On peut dire ça, oui. Donc, tu es éco-anxieux. Et donc, ma question, c'est comment tu as fait pour surmonter ça et comment tu utilises l'humour, justement, pour déconstruire, mais aussi faire passer à l'action. Exactement. En fait, moi, cette éco-anxiété, elle a construit mon engagement. Parce qu'il faut savoir que la première fois que j'ai été éco-anxieux, c'est quand j'ai découvert le scandale de l'huile de palme. J'avais 16 ans, j'étais un grand fan de cette pâte à tartiner qu'on connaît tous. J'avais même un pot de 5 kilos que je mangeais à la cuillère. Et j'ai découvert sur Twitter qu'en fait, cette marque participait à la déforestation en Indonésie à cause de l'huile de palme. Et là, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça, je peux pas ne rien faire. Comment je peux tourner cette anxiété qui s'animait en moi en disant, mais c'est catastrophique ce qui est en train de se passer, je participe à ça. Et c'est là que j'ai décidé de m'engager et je me suis dit en fait là je suis tout seul, je n'étais pas tout seul mais il y a peu de gens qui sont au courant de ce qui est en train de se passer. Comment je peux faire pour qu'on soit beaucoup à entendre parler de ce sujet et donc à agir? Et c'est là que j'ai créé 2 pétitions en fait en 2016 contre 2 grandes entreprises, une sur les biscuits et l'autre sur la pâte à tartiner, pour leur demander tout simplement de retirer l'huile de palme de leurs produits. Donc c'était un peu ambitieux mais c'est ça qui en fait a débuté mon engagement et voilà, il y a eu des centaines de milliers de signatures sur ces pétitions et le débat a été lancé sur cette question. Et là, je me suis dit, à 16 ans, en fait, j'avais fait beaucoup de recherches, mais à cet âge, même si je suis jeune, je peux avoir un impact. Et c'est ça, en fait, qui a un peu atténué mon éco-anxiété parce que je me dis, on peut tous agir concrètement pour cela. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas que l'huile de palme comme problème, malheureusement. Et c'est là que je crée le Jeune Engagé, en fait, par la suite, pour justement essayer de motiver les jeunes à s'engager comme je l'avais fait à 16 ans et à trouver leur voie, en fait, dans l'engagement. Et donc, dans un premier temps, ça a été à travers un site internet avec le Jeune Engagé pour justement donner accès à cette information comme tu disais, qu'on n'a pas forcément accès parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias traditionnels. Puis par la suite, je me suis dit on a déjà beaucoup de connaissances. Il y a eu le Covid aussi qui est passé par là. La situation était assez lourde et je me suis dit comment je peux continuer à parler d'écologie tout en étant un peu plus léger, on va dire, même s'il y a encore du fond dans mes propos, comment être un peu plus léger. Et c'est là que j'ai découvert les Reels et les TikTok comme beaucoup pendant le confinement. Et là, je me suis dit il y a un truc à faire en sensibilisant en fait, tout en en utilisant l'humour, en utilisant les contradictions qui m'animent au quotidien, comme tu le disais aussi. C'est difficile de faire avec notre société dans laquelle on est. Donc voilà, c'est à utiliser l'humour pour essayer de continuer à parler de sujets importants, mais voilà, avec un peu plus de légèreté. Et puis tu as sorti ton bouquin, Le Jeune Engagé, qui est, je pense, disponible en librairie. Comment il est construit? C'est un guide, je crois que tu m'as dit. Oui, c'est ça, c'est le guide du Jeune Engagé qui est sorti il y a 1 an. Et en fait, j'ai répondu, il y a beaucoup de jeunes qui m'envoyaient des messages après avoir vu mes vidéos, qui me disaient c'est trop bien, mais qu'est-ce que je peux faire moi concrètement en fait? J'ai pas envie de me filmer à faire des vidéos dans ma chambre, tu vois, comme je fais. Donc j'ai créé ce livre en fait, c'est le guide du jeune engagé, vraiment. Comment commencer l'engagement écologique? C'est difficile de savoir par quel côté prendre cet engagement. Et donc ça commence par l'engagement au quotidien qu'on connaît tous, comment réduire sa consommation de viande, comment moins prendre l'avion, etc. Des sujets qu'on connaît. Mais comment on peut... c'est un processus, ce livre, et c'est vraiment comment on peut s'engager plus concrètement aussi, plus collectivement, comment on peut utiliser notre pouvoir de citoyen, de consommateur, etc. Donc c'est une première étape dans l'engagement. Super, je vous encourage évidemment à aller le consulter. Merci beaucoup,
Johan. Je me tourne vers toi, Eric. Donc, tu as commencé à parler un petit peu de Clean My Calanque. Au début, une initiative donc sur les bords de mer pour justement lutter contre ces déchets qui jonchent et qui polluent les bords de mer. Comment, finalement, Clean My Calanque t'a permis aussi de surmonter, de passer à l'action et de surmonter un petit peu ce sentiment d'impuissance auquel on est confronté? Du coup, en fait, je pense, comme beaucoup de gens vont répondre si, c'est passer à l'action. En fait, ça aide parce que on se dit, même quand on prend du recul, on se dit souvent, oui, mais est-ce que ça a vraiment un impact? Mais quand tu as la tête dans le guidon, ça fait un bien fou. Et en fait, c'était en 2017 et j'étais encore à l'armée à l'époque et j'avais beaucoup d'énergie. Et quand je voyais ça, je me suis dit, mais c'est dommage, au lieu de juste râler, de crier partout, pourquoi tu n'utilises pas cette énergie pour faire quelque chose? En fait, c'est là où ça fait du bien quand on passe à l'action. Donc, je pense que ce qui est important, c'est surtout de ne pas prendre compte de ce que les gens te disent tout le temps, c'est-à-dire, mais est-ce que ça a vraiment un impact ce que tu fais? Mais est-ce que tu te rends compte que vous avez ramassé une tonne, mais il y en a 3 qui sont mis par terre tous les jours? Enfin, c'est petit à petit. Et après, il faut sensibiliser le plus de monde possible. C'est ça, en fait, c'est réveiller tout le monde. Et donc là, tous les moyens sont permis. Et les réseaux sociaux, c'est un outil incroyable pour ça. Donc nous, on l'utilise aussi énormément pour toucher tout le temps un public différent. Dès qu'on a un public, il est sensibilisé, allez, ciao. T'es sensibilisé, go, fonce, va promouvoir la bonne parole. Dès qu'il y a quelqu'un, il arrive, il me dit, mais moi, je m'en bats la race. Je fais, c'est excellent. C'est lui qu'il faut parce que c'est avec ces gens-là qu'on va pouvoir avancer. Du coup, plein de fois, quand on fait les sensibiliser en classe, on sensibilise de collège à lycée. J'ai déjà été accueilli dans une classe où le mec, il m'a dit, je vais essayer de le faire sans gros mots, je m'en bats la race de l'écologie, je jette par terre, qu'est-ce que tu vas faire? Et j'ai dit, mais c'est excellent, c'est lui. J'ai dit, toi, je te veux. En plus, il avait le même prénom que moi, donc c'était il y avait un truc mystique. Et au final, c'était très bien passé. À la fin, c'était trop cool. Et puis, c'est tout dans la façon de faire. Et du coup, avec Clean My Calanque, on se tourne beaucoup les réseaux sociaux. On fait des parodies. On avait fait une parodie de clips de rap. On avait fait aussi, on fait des sorties à thème. On fait des sorties déguisées, des ramassages Harry Potter, des cadeaux. On fait des sorties avec des influenceurs parce qu'ils ont une force incroyable, ces influenceurs. Ils ont des millions d'abonnés. Toute la journée, ils partagent des conneries. Donc tu leur dis, mais putain, mais utilise ton influence incroyable avec tous les gosses qui te regardent pour faire quelque chose de bien. Et on leur dit, on s'engage pas. On a fait quelque chose qui va sortir en 2 semaines. On a fait un truc avec SCH. Vous connaissez tous SCH, le rappeur marseillais là, où il m'a gâté, tout ça là. Et on lui a dit, mais on t'utilise entre guillemets parce que des millions de personnes vont se dire, ok, si mon idole SCH il parle de ça, c'est que c'est important. Donc en fait, les réseaux sociaux sont, je pense, c'est un outil incroyable à bon escient. On peut se partager aussi des trucs marrants, mais on peut aussi faire passer un message. Un autre truc qui était intéressant, il y a eu les inondations à Marseille il y a quelques mois. Et on a eu des plages jonchées de plastique, c'était un carnage. On a posté une photo un mardi et ça a été tellement partagé que le lendemain, on s'est retrouvé à 550 personnes à nettoyer une plage. C'est fou, en 24 heures. Donc, ce qui rend moins anxieux, c'est de passer à l'action et aussi le retour des gens. En fait, il y a un retour incroyable, les gens nous soutiennent et surtout, pour ma part, ça c'est personnel, c'est les sensi en classe qui m'aident à tenir parce qu'en fait, les gosses, ils sont incroyables. Ils comprennent pas ce qui se passe, ils ont qu'une envie, c'est que ça change. Ils me posent toujours mes questions, ils disent mais monsieur, pourquoi on a fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est horrible. Il y a un qui pleure, il y a des enfants qui pleurent quand je leur montre les images, ils disent mais qu'est-ce qu'on a fait? Et ça, déjà ça m'énerve, j'ai envie de tout casser quand je vois ça, mais surtout quand on voit leur motivation, merci aux gens comme vous, on va le faire aussi. On reçoit des messages, mais c'est tellement beau, qui nous disent depuis votre sensibilisation, on a demandé au directeur de faire un ramassage et tout. Bon, quand tu prends du recul, c'est horrible parce que tu dis mais c'est des gosses qui sont en train de ramasser la merde des gens. Mais après, quand tu reprends encore un pas de recul, tu dis mais c'est ça qui nous... Enfin, personnellement, dans l'assaut, ça nous met un boost tellement beau de voir à quel point les jeunes, encore plus jeunes que nous, parce qu'on est tous jeunes, hein, ils sont motivés et c'est trop beau. Et c'est ça qui nous permet de ne pas dire, bon allez, stop, je lâche, parce qu'on a toujours des gens qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est incroyable. Merci à eux, à tous ces enfants, c'est fou. C'est fou. Super, merci Eric. Et déjà, merci pour ton franc-parler. Et je pense qu'il y a un élément super important que tu soulignes, c'est comment on sort un peu de l'entre-soi quand on parle d'écologie. On est trop souvent amené à convaincre inlassablement toujours les mêmes personnes qui sont déjà acquis la cause. Vous en faites peut-être partie, heureusement. Mais c'est comment on va au-devant de gens qui, de prime abord, s'en foutent, comme tu dis, n'en ont strictement rien à cirer de l'urgence climatique et ne se sentent pas du tout concernés et comment on les touche en plein cœur. Et donc, c'est une façon de le faire. Donc, merci Eric pour ça. Je me tourne vers toi, donc Marion. Donc, tu es la cofondatrice de Télécope. Tu as eu une carrière d'abord dans l'industrie agroalimentaire, puis tu as rejoint un peu l'aventure entrepreneuriale. Comment, selon toi, l'entrepreneuriat te permet justement de briser ce sentiment un petit peu d'éco-anxiété?
En fait, quand tu as partagé ton expérience, moi j'étais à l'intérieur en fait de la machine. Je vendais pas du Nutella, mais un truc qui était pas très loin de ça. Et en fait, moi j'avais cette sensation qu'on pouvait faire changer les choses de l'intérieur. J'y ai cru pendant très longtemps. Je me suis dit que j'allais monter les marches une à une et que parce que j'allais atteindre des postes de direction, j'allais pouvoir faire évoluer les choses. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible via le système qui existe aujourd'hui, parce que le système capitaliste tel qu'il existe aujourd'hui, c'est un système où en fait on nourrit très peu de personnes. En fait, c'est fait pour l'intérêt de très très peu de personnes. Et donc même quand on est salarié de ces grandes structures, on a du mal en fait à avoir une prise sur quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'en fait je me suis dit qu'il fallait que j'entreprenne, mais que j'entreprenne suivant un certain mode d'entreprise, parce qu'en fait il y a peut-être des entrepreneurs dans la salle, etc., qui connaissent ces moments-là. Mais quand on entreprend, en fait, malgré tout, on n'est pas très libre. Parce que il y a les attentes des banques, les attentes des fonds d'investissement qui comprennent rien à ce que c'est que l'impact environnemental et social, ou alors ils commencent à le comprendre à la marge. Et donc du coup, moi, je me suis lancée dans une aventure d'entrepreneuriat qui est différente, puisqu'on a monté une coopérative. Et une coopérative, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. C'est une entreprise qui appartient à ses sociétaires. Et les sociétaires, en fait, ils peuvent prendre une part sociale de l'entreprise. Et ensuite, ça leur donne un droit de vote. Mais un droit de vote suivant une personne est égal à une voix. Et donc, ça veut dire que vous avez mis 100 € dans l'entreprise, vous en avez mis 25 000. Votre voix, elle compte pour la même chose. Et c'est ça, moi, qui était important dans mon choix d'entrepreneuriat. Je voulais entreprendre pour lutter contre l'urgence climatique, parce que pour moi, bien évidemment, c'était juste essentiel. J'avais pas d'autre choix, en fait. Je crois que c'était obligé que je m'engage. Par contre, je voulais le faire suivant une méthode, quelque part, qui allait me donner suffisamment de liberté et de possibilité aussi de donner aux autres le pouvoir de s'engager. Parce que, en fait, les entreprises telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles donnent pas cette possibilité-là. Enfin, c'est hyper compliqué. C'est pas fait pour ça. En fait, c'est pas fait pour un engagement citoyen. Alors que les coopératives, c'est le cas. Et donc Télécoop, typiquement, Télécoop, c'est un opérateur télécom coopératif. Donc en fait, c'est un service mobile, comme vous pouvez le trouver n'importe où ailleurs. Donc c'est un concurrent de SFR, Orange, Bouygues, etc. Sauf que nous, on est monté sous format coopératif, donc avec 2 valeurs de base. J'en ai parlé, la gouvernance partagée, donc le principe vraiment où chaque sociétaire vote les décisions de la coopérative sur le principe d'une personne est égal à une voix. Et le deuxième principe, c'est la lucrativité limitée. C'est-à-dire que nous, notre objectif chez Télécoop, c'est pas le profit en premier abord, c'est de pouvoir trouver des solutions et des innovations au service d'un numérique qui servent la cause des questions environnementales et sociales. Parce qu'aujourd'hui, en 2 mots, le numérique, c'est 4% des gaz à effet de serre au niveau mondial. Ça pourrait passer à 8% d'ici à 2025, alors que le reste des gaz à effet de serre augmente. Donc aujourd'hui, le numérique, il ne remplace pas des usages qui sont dits carbonés, mais il ne fait qu'accroître l'urgence climatique. En tout cas, la façon dont il est utilisé aujourd'hui. Alors que réintégrer en fait des citoyens, donc des gens comme vous et moi, qui sont capables aussi de prendre du recul sur ces questions-là, parce qu'on va leur donner les bons niveaux d'information. Vous avez parlé des médias tout à l'heure, mais c'est sûr que les médias devraient jouer un rôle essentiel là-dedans, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Nous, on essaie de le faire à notre niveau, sur nos sujets de la coopérative, pour qu'on puisse être des citoyens éclairés sur ces enjeux-là et qu'on puisse prendre des vraies décisions pour notre avenir. L'avenir du numérique dans notre cas, mais pour l'avenir de manière plus large, puisque nous, on fait partie d'une coalition de coopératives qui travaillent sur tous les secteurs de l'économie, qui s'appelle les licornes. On en reparlera parce qu'effectivement, c'est un très beau mouvement, les licornes, qui peut permettre de proposer une alternative au modèle dominant. Et donc, effectivement, le modèle coopératif, c'est une voie possible. Et je l'espère, pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller faire un petit tour dans le village entrepreneur, vous avez finalement d'innombrables exemples de projets inspirants comme Télécoop, qui est déjà un peu plus mature, mais je vous invite à les découvrir. Je me tourne vers toi, Claire. Toi, tu connais très très bien ce milieu puisque tu as fait l'essentiel de ta carrière dans l'ESS et tu as pris le parti il y a 2 ans, je crois, de lancer ta propre agence, ton propre média pour aller à la rencontre de jeunes engagés dans la transition écologique. Et donc, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est finalement quel bilan tu tires après ces 2 années à sillonner la France à la recherche des pépites de demain et est-ce que, question ouverte, la relève est assurée?
Avec plaisir pour répondre à ces deux questions. Est-ce que je peux me permettre de juste remettre la brique éco-anxiété au tout début pour bien introduire parce que je pense que c'est important d'en parler et je vous remercie sincèrement d'ouvrir l'espace pour en discuter parce que justement ces jeunes qu'on accompagne, que ce soit des étudiants, des étudiantes qui cherchent un job ou que ce soit des jeunes qui travaillent dans le secteur de la transition écologique, quand on a la tête dans le guidon, comme tu dis, ça va. Mais il y a des fois, pour des raisons perso ou pro, il y a une petite pause qui s'opère et là on fait ce bilan justement. Et là, on se dit, waouh, c'est chaud, en fait. Ça va être chaud, là. Et on se pose la question que tu dis, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, mon truc, là, mes petites vidéos, on a que 13 000 abonnés, enfin, tu vois. Et en fait, après, du coup, moi, ce que je pense, j'ai vécu récemment, c'est sur ce mois dernier, une nouvelle phase d'éco-anxiété que j'avais pas vécue depuis très longtemps parce que j'agis tout le temps. Depuis 2018, je bosse dans le secteur. Et là, j'ai fait une pause et du coup, je me suis dit, waouh, comment on va faire? Je me suis refait une petite fresque du climat. Enfin, vraiment, j'ai relu beaucoup et j'ai décidé d'accueillir cette éco-anxiété. Alors que normalement, je suis une fille, ça s'entend peut-être un peu au micro, très positive, très énergique. Et là, j'ai fait ok, ça va pas, je sens mon corps, il dit ça va pas, j'ai une petite boule de stress, parfois je rentre, je pleure, enfin qu'est-ce qui se passe et j'ai commencé à en parler, alors au sein de la communauté, avec mon équipe, mes collègues, et à dire bon là j'avoue je stresse, je sais pas trop pourquoi, ça me revient, et ça a été ma première étape pour moi, c'est un peu, je suis en train de réfléchir à ma méthode de lutte contre ma propre éco-anxiété, donc ma première étape ça a été de dire c'est ok, je stresse, ça marche. Deuxième étape, et ça va avec les pépites vertes, et c'est comme ça qu'on crée du contenu depuis le début. Qu'est-ce qui est aujourd'hui posé sur la table? Qu'est-ce qui est à ma disposition pour que je passe à l'action? Et quel est le degré d'influence sur lequel je peux agir sans trop d'efforts? Quelles sont les cartes du jeu? Et donc là, moi, j'ai un média. On a une super communauté de jeunes talents qui travaillent dans toute la France. On les connecte, on les aide, on les équipe. Et puis, on a plein de partenaires. On est invité sur des conférences. On a des médias qui nous donnent la parole. Et là, je me redis, ah bon, ça va en fait. On va pouvoir faire des trucs. Mais vraiment, je tiens à le repartager pendant cette conférence. Il y a des moments de bas et il faut les laisser être parce que ça va permettre de remonter vers le haut. Et après, en termes d'impact, pour enfin répondre à la question que tu m'as posée, après ce petit élément d'intro, nous, c'est ouf parce que moi, le 1er juillet, je quittais Change Now. Donc, ça fait 1 an que je suis à plein temps sur le projet. J'ai recruté entre-temps une stagiaire qui va être recrutée en poste équivalent temps plein à la rentrée avec un autre alternant, donc on sera 3 en septembre. J'ai réussi à trouver des financements parce qu'effectivement c'est quand même le nerf de la guerre dans l'entrepreneuriat de savoir quel est le modèle économique, qui nous finance. Nous on aide des jeunes évidemment, on va pas faire payer nos vidéos à nos étudiants et étudiantes qui consomment nos contenus. Donc est-ce que les accompagnants, les institutions, les acteurs du privé pour certains qui veulent faire savoir qu'ils ont des écoles, des formations peuvent être nos partenaires? Et puis du coup en termes de nombre, depuis le début des pépites vertes, on a mis en lumière plus de 100 métiers différents. Juste pour vous donner un petit exemple, ça va de Dimitri, on a été tourner la vidéo avec Dimitri à la lessive de Paris il y a 2-3 mois, qui est chef d'atelier, qui avait fait un BTS dans le digital et puis qui en fait s'est retrouvé chef d'atelier à la lessive de Paris et qui vous explique dans la vidéo en 3 minutes comment il a fait son changement à lui. Mais c'est aussi par exemple, Pauline, qui était exposante d'Atelier Verdé, qui a décidé de bosser dans le design et d'inventer un design plus responsable. Je vous en donne que 2 parce que faut pas que je prenne la parole trop longtemps, mais il y en a beaucoup d'autres. Et du coup, c'est ça la conclusion des pépites vertes et de comment est-ce que nous on fait pour passer au-delà de l'éco-anxiété. D'une part, la communauté se connecte avec des pairs qui permettent effectivement de se sentir moins seul, et d'autre part, s'assurer de la diffusion de ces rôles modèles auprès d'audiences plus grandes grâce au digital pour pouvoir embarquer un maximum de gens, parce que le métier, c'est une manière de rendre le sujet de la transition écologique accessible parce que tout le monde cherche un job. Merci beaucoup Claire. Effectivement, je pense qu'il y a un point très important, c'est d'accepter cette éco-anxiété. Donc si un jour je lance l'idée, quelqu'un veut lancer un cabinet de psychologues spécialisés en éco-anxiété, je pense qu'il y a un marché. Alors on arrive à la fin de cette table ronde et je souhaiterais vraiment laisser un petit peu de temps pour poser des questions, que vous puissiez poser des questions à notre panel. Mais on a évoqué un point qui me paraît tellement important, c'est comment on rend accessible ce combat. Comment on fait en sorte que demain ce soit le sujet de tous et pas uniquement d'une minorité très engagée comme vous en faites évidemment partie. Comment on rend ce combat collectif et comment on le rend aussi accessible? Donc Eric, tu as commencé à poser les jalons d'un début de réponse, mais est-ce que vous voulez nous partager vos idées, vos conseils sur comment on peut tout à chacun faire notre part et partager et collectiviser quelque part ce combat?
Marion, Johan, vous pouvez... Je peux commencer parce que un Télécope, c'est un service grand public. Hein, donc, la première chose que je dirais, c'est que en fait, on a le pouvoir avec notre porte-monnaie. Hein. Enfin, c'est très très clair. Notre porte-monnaie à nous, mais celui aussi de tous nos proches et de toutes les personnes qu'on peut embarquer dans cette histoire. Donc oui, je pense que c'est hyper essentiel de savoir où on met notre argent. Notre argent en banque, hein, bien évidemment, mais aussi tous les services qu'on consomme. C'est pour ça qu'on a créé typiquement le collectif des licornes, qui rassemble 9 coopératives qui sont présents sur l'ensemble des secteurs de la consommation courante. Hein. Donc par là, je veux dire l'alimentation, la banque, l'énergie, le numérique, l'électronique, etc. Tu peux peut-être citer des noms, justement, dans l'énergie, Enercoop. Donc il y a Enercoop, Label Emmaüs, qui est la plateforme de seconde main du mouvement Emmaüs. Common, qui est une coopérative qui loue du matériel électronique, donc vos ordinateurs, vos smartphones, etc. Il y a aussi la banque qui s'appelle la Nef, que vous connaissez peut-être aussi, qui est la banque qui a le moins d'impact carbone, concrètement en France. Hein, quand vous placez votre argent chez eux, c'est là qu'il aura le moins d'impact carbone, et même plutôt un impact très positif, puisqu'ils investissent uniquement dans des projets au service de la transition écologique et sociale. Il y a la coopérative Coop Circuit. Coop Circuit, c'est du circuit court alimentaire, donc c'est la mise en relation entre des agriculteurs et des consommateurs finaux. Ensuite, qui je vais en oublier, il y a bien évidemment tous les acteurs de la mobilité. Hein, donc Mobicop, par exemple, Mobicop qui est du covoiturage libre, donc qui ne coûte rien, qui est une alternative à Blablacar, mais qui est gratuite. Réseau Cities qui fait de l'autopartage. Railcoop aussi, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont en train de faire le tour de force de rouvrir une ligne de train qui avait été oubliée par la SNCF. Je ne sais pas comment on peut oublier une ligne de train, mais en tout cas, il fallait y aller. Donc entre Bordeaux et Lyon. Voilà. Donc en fait, l'économie coopérative, c'est aussi c'est une économie en fait qui est hyper vivace parce qu'elle propose des solutions et des innovations et justement qui remet l'innovation sociale en fait au cœur de ce que c'est que tout ça, parce que l'innovation dans le numérique, elle a bon dos, mais elle ne nous sauvera pas. Hein. Donc c'est bien l'innovation sociale dont on a besoin et de pouvoir remettre tout ça au cœur. Et donc voilà, c'est des entreprises qui, parce que vous allez y consommer des services, vont grandir, vont pouvoir aussi travailler sur ces enjeux-là aussi. Mais c'est aussi des entreprises surtout dans lesquelles on peut s'engager en fait en devenant sociétaire et en co-construisant les services de la coopérative en fait avec les équipes. Donc une première réponse, ce serait effectivement d'agir avec son porte-monnaie, déjà nous-mêmes de se re-questionner un petit peu sur les services qu'on utilise au quotidien, tu en as cité beaucoup, et d'en parler autour de nous. Les repas de fin d'année sont toujours propices à ça, donc premier conseil, merci beaucoup Marion. Qui veut partager peut-être Johan, oui ? Oui, bien sûr. La question de l'accessibilité sur l'écologie, c'est une question hyper importante parce qu'on le voit, on n'a pas tous les mêmes ressources pour agir. Moi, j'essaye de... Dans chaque message que je fais sur les réseaux sociaux, j'essaye de me dire déjà, est-ce que mon message est le plus inclusif possible ? Est-ce que je pense à tout le monde ? Et ça, déjà, c'est important, je pense, quand on véhicule des messages, déjà de penser à ça. Est-ce que je ne parle pas juste à mon microcosme autour de moi ou est-ce que j'inclus vraiment tout le monde ? C'est pas forcément évident de trouver la manière d'aborder cette question. Mais je pense qu'à titre individuel, c'est aussi d'arrêter de se comparer entre nous et nos actions écologiques. On n'a pas justement toutes les mêmes ressources, mais on peut agir au mieux, faire du mieux qu'on peut. J'essaye de casser un peu l'idée de l'écolo parfait. Soit on est écolo et on fait tout parfaitement, soit on ne l'est pas. Et ça, c'est dommage. Déjà, on ne devrait pas parler d'être écolo. On devrait juste parler de vivre, mais en lien avec la nature, en fait, et essayer de ne pas détruire la plaine sur laquelle on vit. Donc, essayer de pas de se comparer entre nous et d'essayer de faire au mieux. Et déjà, je pense qu'on aura fait un bon bout de chemin. Non, je m'identifie beaucoup dans ce que tu dis. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette situation où on a l'impression d'être stigmatisé parce qu'on fait un écart. Vous savez, on a décidé de bannir la viande, on mange une fois de la viande, ah bah t'es pas végétarien. Donc il y a un petit peu effectivement ce sentiment de devoir être parfaitement sur la ligne, sinon on est entre guillemets stigmatisé, c'est peut-être un grand mot, mais il y a une forme de social bashing entre guillemets en tout cas dans nos proches. Claire, Eric, peut-être un dernier mot sur le sujet ? Tout à fait. Nous, on est un média, donc on a la responsabilité en tant que média de représenter autant que possible la diversité des engagements de la communauté qu'on représente, mais aussi la diversité des audiences qui sont abonnées à nous. Donc,
je vais vous donner un des angles d'attaque qu'on prend à bras le corps et c'est celui par lequel j'ai commencé ma présentation. C'est les territoires. Moi, je viens d'un petit bled à côté de Angers, dans le Maine-et-Loire, et du coup, on fait vraiment attention à ce que dans notre média, il y ait des jeunes qui soient présentés et qui viennent de partout en France. La dernière série qu'on a tournée, on est allé à Strasbourg, à Auxerre, et puis je vous donne les grandes villes, mais en vrai, on était dans des petits bleds à côté, à Laval, à Angers. J'ai été tournée à Nice, à Arcachon. On a trouvé aussi une pépite grâce à un travail de petites mains en Outre-mer. On a trouvé un gars pour tourner localement la vidéo pour nous en Martinique. Et c'est ultra important. Et on a ce rôle et cette responsabilité de montrer des nouveaux visages, des visages différents et qui représentent la diversité de la richesse française aujourd'hui. Super. Eric? Du coup, donc la question c'était comment parler à tout le monde. En allant leur parler. En vrai, ça peut paraître bête, hein, mais on oublie souvent, enfin, c'est pas on oublie, c'est que des fois, on se dit, mais comment je peux aller essayer de parler à cette strate, à ce type de population, à des gens qui sont plus âgés ou quoi. Et c'est pour ça que varier aussi ses discours, adapter son discours, très important. Adapter son discours, je pense que c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible parce que en face de soi, il y a un discours qui va passer avec un certain type de personnes et pas avec d'autres. Donc c'est important d'adapter et c'est important de tester. Nous, avec Clean Macalang, ce qu'on adore faire, c'est ce que je disais, on fait un peu de tout. Quand on a fait une des vidéos sur les réseaux sociaux, hop, on enchaîne une parodie de rap. Le rap, ça c'est bon, la musique c'est fait. On fait des vidéos avec des sportifs. Hop, ça c'est fait. On fait des vidéos avec des influenceurs. On fait des vidéos sur. À chaque fois, on essaie de varier pour toucher les intérêts des gens, les lobbies des gens. Et en fait, c'est ça qui est assez fou quand on y pense, c'est que l'écologie peut s'emboîter avec n'importe quoi. Et pourquoi? C'est parce que tout ce qu'il y a autour de nous touche à l'écologie. Enfin, c'est notre planète, c'est tout. Donc en gros, c'est le point fort de l'écologie, c'est que vous pouvez vraiment toucher absolument tout le monde. Et il faut juste trouver les manières de le faire avec légèreté, en montrant l'exemple, c'est important, hein, mais c'est toujours bien de montrer l'exemple avant de dire, voilà, avant d'engueuler la personne, c'est bien de ne pas le faire soi. C'est pour ça déjà que le mieux à faire, c'est d'engueuler personne. C'est d'y aller avec légèreté, avec le sourire, même des fois faire un peu l'idiot. Nous, on adore faire ça. Ah, t'as pas fait tomber un truc là? Oh, mais c'est fou, ta poche, elle est trouée. Enfin, il faut essayer de... On est obligé parce que sinon, vous allez vous battre tout le temps. L'écologie, c'est ça aussi, l'éco-anxiété, c'est aussi, je pense, un sentiment de frustration. C'est des fois, on finit les ramassages et sur le chemin, on voit un mec, hop, sa canette comme ça, et du coup, on bout intérieurement, tu as envie de le soulever. Mais du coup, c'est aussi beaucoup de frustration. Et je vais vous dire un truc, et on l'a pas encore dit, mais vraiment, c'est dur. L'écologie, c'est dur. Vraiment, on a envie d'être entendu, on a envie de crier, mais ça marche pas de crier. Du coup, on le fait avec plein de belles méthodes, mais c'est fatigant. Voilà, faut le savoir aussi, je le dis quand même, c'est quand même un combat qui est fatigant parce que, comme j'ai dit, on a envie de le crier sur tous les toits et on a envie de réveiller les gens, de dire mais les gars, on va crever. Mais c'est pas la planète qui va crever, c'est nous. Genre, je sais pas si vous avez fait la biologie, si vous connaissez C'est pas sorcier ou quoi, mais la planète, elle a vu des choses bien pires que 3 piles et 2 canettes. Hein. Donc, l'espèce humaine va sûrement... Non, merde, pardon, non. Alors non, j'étais en train de... Du coup... Prenez beaucoup de drogue. Vous avez promis du positif. Hein. Ah oui, je voulais dire un truc positif. Non, mais sur les solutions, donc c'est parler à plus de monde possible. Comme ça, on laisse personne côté. Et vraiment, quand on sait le faire et on adapte, mais les gens ils comprennent, ils disent mais oui, t'as raison. Enfin, c'est à part si vraiment la personne est très égoïste ou quoi. Mais sinon, tout le monde a l'oreille pour ça parce que, comme j'ai dit, tu peux adapter un discours écologique. Donc moi aussi, comme vous, j'aime pas trop ce terme écologique, mais tu peux l'adapter à tout le monde. Et c'est ça qui est incroyable. Mais c'est vrai que ça prend du temps et qu'on a l'impression qu'on est en retard. Voilà, c'est ça le souci. Merci beaucoup Eric. La prochaine fois, on va le censurer. Non, je plaisante. Non, c'était génial. Merci beaucoup Eric. Est-ce qu'il y a une question dans la salle avant qu'on conclue le panel? La première, c'est toujours la plus difficile. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Allez, n'hésitez pas. Pas de questions? Pas de questions. Ah si, j'ai une question de Alain. Je t'amène le micro. Oui, une toute petite question, mais à chacun d'entre vous, quelle serait selon vous la première action justement qu'il faudrait faire pour s'engager? Consommer moins de viande. Voilà. C'est le plus concret. Moins de viande, c'est le plus facile, le plus concret, tout le monde peut le faire. Tu consommes un peu moins.
Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas la même sensibilité. C'est ce que je raconte toujours. Enfin, moi, je suis vegan et je m'en contrefous que vous le soyez. Mes potes, ils viennent me voir à minuit pour complètement torcher. Eric, j'arrive pas à être vegan, je comprends pas. Fais ta vie, frérot. Réduis, c'est très bien. Et en fait, c'est beaucoup plus impactant 7 milliards de flexitariens, 7 milliards de personnes qui réduisent et qui font des efforts que 3 pauvres véganes. Donc, c'est le geste le plus facile. Je suis désolé, hein, c'est horrible, hein, vous l'entendez tout le temps, mais c'est le plus facile à faire et tout le monde peut le faire. Et en plus de ça, c'est bon pour la santé, pour le portefeuille, pour l'école. Enfin, il n'y a que des bons côtés. Donc, si on n'a pas tous la même sensibilité, pas tout le monde peut arrêter du jour au lendemain, le faites pas, faites un peu, régalez-vous et c'est comme ça que ça marche. Je suis désolé, mais c'est la réponse, c'est le plus simple. Pour au niveau environnement, c'est le plus simple. Clair, net et précis. D'ailleurs, tous nos traiteurs sont végétariens. Notre chef d'orchestre y a veillé. Claire, Marion, Johan. Première action. En fait, ça dépend quand même un petit peu de où vous en êtes, mais une des premières actions, c'est s'informer, lire, faire éventuellement une fraise du climat, comprendre les relations interdépendantes entre les choses. Ça va vraiment vous aider à vous donner envie ensuite d'agir. Et en deuxième action, il y a évidemment l'alimentation, il y a les transports, et puis il y a se connecter. Moi, c'est celui que je porte, hein, se connecter avec des gens qui se posent les mêmes questions, qui nous inspirent, leur poser des questions, être curieux, leur demander comment t'as fait toi la première fois. Et ça fait plus que un du coup déjà. Marion, c'est rejoindre Télécop du coup Non, parce que je pense qu'on n'est pas, c'est pas la seule façon de faire la sobriété. Mais pour moi, c'est aller vers la sobriété, Ouais. tout simplement de tous nos usages. En fait, manger moins de viande, ça en fait partie. Mais c'est juste faire moins, en fait, tout simplement. Parce que c'est ça dont notre planète est malade. C'est parce qu'on va en faire trop avec pas assez de ressources. Donc, je pense que le but du jeu, c'est d'en faire le moins sur tout ce qu'on peut faire. Et merci Marion, parce qu'il manquait un mot-clé quand même dans cette conférence, c'était la sobriété, effectivement. Johan pour le mot de la moi, je suis fin. d'accord avec toutes ces réponses. J'ai arrêté ma première action, ça a été d'arrêter de la viande aussi. Et je rajouterais peut-être une action qui est assez simple aussi, c'est de changer de banque. Bon, c'est beaucoup de papier. Mais aujourd'hui, il y a les grandes banques traditionnelles, elles financent encore les énergies fossiles massivement. Et c'est une de nos, voilà, ça fait exploser nos bilans carbone. Donc je sais qu'il y a peut-être des banques ici présentes, mais je pense que c'est le temps soit de les réveiller, soit de changer de banque, parce que on l'a vu avec Stop Hiccup, hein, ce projet de Total Energy, il est possible parce qu'il y a des banques qui financent et parce qu'il y a des assurances qui financent. Donc peut-être aussi essayer de bouger tout ce secteur-là. Super, écoutez, merci à vous quatre. Un grand tonnerre d'applaudissements pour nos super invités. Et merci à vous de votre écoute. On va enchaîner avec la 4e conférence, l'avant-dernière conférence qui va être dédiée sur les nouveaux médias, mieux s'informer pour agir. Mais un grand merci à vous quatre.